peut avoir récemment découvert qu'Apple a cessé d'utiliser des puces Intel dans leurs ordinateurs, ce qui est un peu surprenant étant donné que Steve Jobs a dit ceci en 2005. Quand nous regardons Intel, ils ont de grandes performances, oui. Mais ils possèdent autre chose de crucial pour nous. La consommation d'énergie est aussi cruciale que les performances. Et la façon dont nous le voyons, c'est la performance par watt. Pour un watt d'énergie, quelle performance obtenez-vous? Et lorsque nous regardons les feuilles de route futures projetées à partir de mi-2006 et au-delà, ce que nous voyons, c'est que le PowerPC nous donne environ 15 unités de performance par watt, mais la feuille de route Intel, à l'avenir, nous donne 70. Et ce que Jobs a dit là était vrai, mais c'était il y a presque 2 décennies, et la relation entre Apple et Intel a été houleuse. Les premiers ordinateurs Macintosh utilisaient des puces fournies par Motorola. Au début, ils ont bien performé. Mais en 1990, ils ont atteint un plateau. Motorola a priorisé le marché des ordinateurs embarqués plutôt que celui des PC grand public. Cela a permis à d'autres entreprises de créer des puces mieux adaptées aux ordinateurs personnels. Et ils l'ont fait. Les puces x86 d'Intel étaient plus rapides et compatibles avec de multiples applications matérielles et logicielles PC. Les puces basées sur Reduced Instruction Set Computing de Sun Microsystems et d'autres offraient des performances et une efficacité supérieures dans les stations de travail haut de gamme. Les puces ARM, malgré leur nouveauté, équipaient déjà les ordinateurs portables pour leur faible consommation énergétique. Lorsque Apple a cherché un nouveau fournisseur de puces pour remplacer Motorola, Intel était un choix de premier plan, mais pas idéal. Intel était déjà aligné avec Microsoft et les principaux fabricants de PC, laissant peu de marge de manœuvre à Apple pour négocier sur le prix. De plus, leur faible volume de vente rendrait Apple secondaire pour Intel. Au lieu de cela, Apple voulait s'associer à une entreprise qui avait une position moins solide sur le marché des PC. Et dans les années 90, cette entreprise était IBM. Oui, la même entreprise à laquelle Steve Jobs a fait un doigt d'honneur en 1985 était en fait impatiente de s'associer avec Apple au début des années 90. Car à cette époque, la part de marché des ordinateurs personnels d'IBM avait diminué de 40% en 1981 à environ 14% en 1990. Et cela était principalement dû à Compaq qui faisait cela. Il voulait copier le PC IBM pour le cloner. Comment pourrait-il le faire légalement? Eh bien, bienvenue dans le monde de l'ingénierie inverse. Voici comment vous clonez un PC. IBM avait facilité la copie du microprocesseur, était disponible en libre service chez Intel, et les autres pièces provenaient de nombreuses sources. En novembre 1982, Rod Canyon a dévoilé le résultat. J'ai apporté un ordinateur portable compact aujourd'hui. Lorsque Bill Merto, cofondateur de Compaq, a obtenu une publicité télévisée, leur argument de vente était sans équivoque. Une compatibilité à 100% avec IBM. Il s'avère que tous les logiciels populaires majeurs fonctionnent sur le IBM. Ordinateur personnel. Ordinateur portable compact qui s'étend à travers tous les logiciels pour IBM. Oui, tout fonctionne sur le compact. Le Compact a été un succès instantané. Dès sa première année, grâce à sa ressemblance exacte avec IBM, mais un peu moins cher, ils ont vendu 47 000 PC. Donc, en copiant la technologie de IBM sans violer aucun brevet, les nouveaux fabricants d'ordinateurs ont pu fabriquer des PC moins chers qui étaient toujours compatibles avec les logiciels IBM, mais il leur manquait un système d'exploitation. C'est là que Microsoft est intervenu. Où les fabricants de clones ont-ils acheté leur système d'exploitation? Microsoft, bien sûr. Au milieu des années 80, c'était le boom pour Bill. L'entrepreneur adolescent avait prédit un PC sur chaque bureau et dans chaque maison fonctionnant avec un logiciel Microsoft. Face aux ventes en baisse et aux faibles marges bénéficiaires, IBM a dû trouver une nouvelle manière de rester compétitif sur le marché des PC. Et ce qu'ils ont réalisé, c'est que vendre la puce informatique au lieu de vendre l'ordinateur entier était en fait plus rentable. Mais Intel dominait déjà le marché des puces. Donc IBM devait s'associer à une entreprise qui voulait concurrencer Intel et Microsoft. Et cette entreprise était Apple. Alors les deux ont créé ce qu'on appelait l'alliance AIM en 1900. Au fil des années, Apple a collaboré avec de nombreuses entreprises et organisations pour développer des technologies répondant aux besoins des clients. Aucune de ces alliances n'a reçu autant d'attention que notre accord de grande envergure avec IBM. L'accord entre IBM et Apple impliquait 5 initiatives technologiques.
La deuxième initiative impliquait non seulement IBM, mais aussi Motorola, le partenaire technologique de longue date d'Apple et fournisseur de microprocesseurs. Ensemble, Apple, IBM et Motorola lanceront une nouvelle ligne de microprocesseurs à jeux d'instructions réduits appelée PowerPC. Ensemble, les trois entreprises ont fixé 5 objectifs, le plus important étant la création d'une nouvelle puce de traitement appelée PowerPC. Il s'est avéré être le plus réussi des 5 objectifs de l'alliance AIM et a donné à Apple et IBM une véritable chance de concurrencer Intel et Microsoft. Et l'entrée de PowerPC sur le marché des puces a été prise au sérieux. C'est pourquoi Intel a répondu en faisant quelque chose d'un peu étrange pour les fabricants de puces. Ils ont commencé à diffuser des pubs TV comme celle-ci. Pour exécuter rapidement votre logiciel de fenêtrage, vous avez besoin d'une véritable source d'énergie à l'intérieur. Une source qui peut générer la puissance dont votre logiciel a besoin. L'abordable Intel 486, mettez-le en marche. Et exécutez votre logiciel. À la vitesse de la lumière. Intel, l'ordinateur à l'intérieur. Cette approche était étrange car les clients n'achètent généralement pas de puces informatiques eux-mêmes. L'objectif d'Intel était de créer une reconnaissance de marque pour que les clients cherchant un ordinateur soient plus enclins à choisir un modèle avec une puce Intel. En réponse aux publicités télévisées, Apple, IBM et Motorola ont diffusé leur propre publicité, bien que pas aussi efficacement. Avec Intel à l'intérieur, c'est ainsi qu'un ordinateur apprend un nouveau système d'exploitation. Comment était celui qui est mort? Avec le PowerPC de Motorola, cependant, c'est une toute autre histoire. Il peut exécuter presque tout le PowerPC pour Motorola parce que ce que vous voulez à l'intérieur, c'est un avenir. Vous n'avez probablement jamais entendu parler de la puce Reduced Instruction Set Computing, mais vous connaissez sûrement Intel Inside. Non seulement à partir des publicités télévisées, mais aussi des autocollants qu'Intel a payés pour mettre sur autant d'ordinateurs que possible. Mais ce n'était pas le plus important pour les clients. Ce qui comptait pour eux, c'était la performance. Et c'est là que PowerPC a brillé. Quand Steve Jobs est revenu chez Apple en 1996, certains spéculaient qu'il mettrait fin à l'alliance AIM et cesserait d'utiliser les puces PowerPC. Mais au lieu de cela, il a fait ceci. Cette chose, c'est le processeur PowerPC G3. G3 qui signifie génération 3 est le troisième processeur PowerPC de cette génération. Ce processeur a été développé par le partenariat mis en place il y a plusieurs années par Motorola, Apple et IBM. Et contrairement à ce que vous pouvez lire, ce partenariat est vivant et très sain et produit des choses merveilleusement douces. Nous atteignons un point idéal avec le PowerPC dans les prochaines années, surtout comparé au Pentium. Et ce commentaire de Jobs sur le point idéal était en fait assez révélateur, car il impliquait que l'avantage du PowerPC sur Intel n'était que temporaire. Et il avait raison, car alors que les puces PowerPC G3 et G4 étaient 2 à 3 fois plus rapides que leur équivalent Intel, cela a changé avec le G5. Bien que cela n'apparaissait pas ainsi lors de sa révélation initiale. Nous livrons aujourd'hui l'ordinateur personnel le plus rapide du monde. Et nous l'appelons le G5. Maintenant, le G5 a des propriétés incroyables. Premièrement, c'est un processeur de 64 bits. C'est le premier processeur de bureau 64 bits au monde. Le G5 était la puce la plus rapide au monde pendant environ 1 mois. Puis AMD a sorti leur processeur Opteron 64 bits, qui était environ 25% plus rapide. Puis 1 an plus tard, Intel a sorti la puce Intel 64, qui a performé à peu près aussi bien que le G5. C'était significatif, car c'était la première fois qu'Intel égalait les performances d'une puce PowerPC. La puce G5 avait en fait une performance par watt plus faible que le G4. Plus d'énergie était nécessaire pour atteindre la même performance. Ce qui violait l'objectif de conception d'Apple d'avoir la puce avec la plus haute performance par watt de l'industrie. Cela a créé quelques problèmes. Cela a d'abord aidé Intel à concurrencer Apple. Deuxièmement, le Power Mac avait besoin d'un système thermique plus performant.
Enfin, cela a rendu son intégration dans un ordinateur portable quasiment impossible. Et compte tenu du fait que 64% de tous les Mac vendus étaient des ordinateurs portables, il était crucial que le PowerBook d'Apple intègre leur dernier processeur G5. Cela menaçait non seulement Apple, mais aussi toute l'alliance AIM, car elle dépendait des avantages que chaque entreprise tirait du partenariat. Comme des puces plus performantes pour Apple, une source de revenus supplémentaires pour Motorola et un retour à la domination du marché des PC pour IBM. Mais au début des années 2000, aucun d'entre eux ne recevait rien de tout cela. IBM avait ralenti le développement des puces PowerPC en faveur de leur activité de serveur et d'entreprise plus rentable, ce qui a conduit Motorola à ne pas atteindre la rentabilité en raison de faibles économies d'échelle, ce qui a conduit Apple à devoir attendre plus longtemps pour de nouvelles puces améliorées. Cela a en fait poussé Steve Jobs à faire une promesse sur scène qu'il a dû par la suite rétracter. Et à propos du futur? Nous sommes à 2 GHz aujourd'hui. Aujourd'hui, IBM et Apple annoncent que dans 12 mois, nous serons à 3 GHz. 3 GHz de fréquence d'horloge du processeur, c'est une augmentation de 50% en 12 mois. Et donc, croyez-moi, cette architecture a de l'avenir. Donc voici les nouveaux Power Mac. Je veux parler de 2,5 GHz. Il y a un an, j'avais dit que nous atteindrions 3 GHz dans un an. Qu'est-ce qui s'est passé? Le G5 est une puce très complexe, ce qui explique ce qui s'est passé. Dans l'industrie des semi-conducteurs, pour accélérer les choses, ils ont traditionnellement réduit les géométries. Et donc, le PowerPC était fabriqué en géométrie de 130 nanomètres. L'année dernière, l'industrie des semi-conducteurs est passée de 130 à 90 nanomètres, espérant que tout s'accélérerait simplement. Pas de problème. Il a heurté le mur. Toute l'industrie a heurté le mur à 90 nanomètres, et c'est beaucoup plus difficile que ce que les gens pensaient. Jobs a affirmé que toute l'industrie des puces avait heurté un mur, mais il n'avait que partiellement raison. Parce que tandis que le développement des puces Reduced Instruction Set Computing avait ralenti, le développement des puces x86 d'Intel ne l'avait pas fait. Et cela s'est avéré vrai un an plus tard, en 2005, lorsque Steve Jobs a annoncé cela. Nous voulons constamment fabriquer les meilleurs ordinateurs pour vous et le reste de nos utilisateurs. Et donc, il est temps pour une 3e transition, et oui, c'est vrai. Nous allons commencer la transition des processeurs PowerPC vers Intel, et nous allons la commencer pour vous maintenant et pour nos clients l'année prochaine. Il y a 2 ans, je me suis tenu ici devant vous, et je vous ai promis cela. Et nous n'avons pas encore pu vous le livrer. Beaucoup d'entre vous aimeraient un G5 dans votre PowerBook, mais nous n'avons pas encore pu vous le fournir. Mais ce ne sont même pas les raisons les plus importantes. Les raisons les plus importantes sont que, lorsque nous regardons vers l'avenir, nous pouvons imaginer des produits incroyables que nous voulons construire pour vous, et nous ne savons pas comment les construire avec la feuille de route future de PowerPC. Et lorsque nous regardons les feuilles de route futures projetées à partir de mi-2006 et au-delà, ce que nous voyons, c'est que le PowerPC nous donne une sorte de 15 unités de performance par watt, mais la feuille de route Intel future nous donne 70. Cela nous indique donc ce qu'il faut faire. Maintenant, ce graphique projetant la performance par watt l'année suivante s'est avéré très précis et il était similaire à ce qu'Apple a vu lors du passage de Motorola à PowerPC dans les années 90. À l'époque, la puce Pentium d'Intel nécessitait 7 fois et demi plus d'énergie que le PowerPC. Et cette mesure est quelque chose que vous verrez Apple référencer encore et encore tout au long de leur histoire. Parce que bien qu'il soit facile de rendre une puce plus puissante en consommant plus d'énergie, cela crée plus de chaleur et draine plus d'énergie. Mettre une puce comme celle-ci dans un ordinateur portable deviendrait si chaud que vous pourriez littéralement faire frire un œuf dessus, et elle consommerait tellement de batterie qu'elle devrait constamment être branchée. Donc, en priorisant la performance par watt, Apple pourrait s'assurer qu'ils obtenaient autant de vitesse que possible sans sacrifier la praticité. Maintenant, Apple a finalement inclus la première puce Intel dans l'iMac et le MacBook Pro en janvier 2006 et l'a célébrée avec cette interaction gênante sur scène.
Mais l'introduction du MacBook Pro a clairement montré à quel point la puce Intel était meilleure. Un PowerBook G4 comparé au nouveau MacBook Pro Core Duo. Entier, 4 fois et demi plus rapide, 6.7 à 30.3. Chargement, 5.2 fois plus rapide. Donc le nouveau MacBook Pro est le Mac portable le plus rapide jamais créé. Apple a maintenant des puces Intel sur tous leurs ordinateurs, et comme lors du passage à PowerPC, il y a eu une période de lune de miel. Les utilisateurs ont bénéficié d'une performance 2 à 3 fois plus rapide sur l'iMac et 4 à 5 fois plus rapide sur le MacBook Pro dans un design qui était encore plus mince que le PowerBook précédent. Et vous souvenez-vous quand Steve Jobs a dit qu'il y avait certains produits qu'Apple ne pourrait pas construire avec PowerPC? Grâce à Intel, nous avons vu l'un de ces produits en 2008. Il s'appelait MacBook Air, l'ordinateur portable le plus mince au monde. La construction n'a pas été simple. Un appareil aussi compact requérait un processeur plus petit et moins énergivore que ceux proposés par Intel. Intel a donc accepté de collaborer avec Apple sur le MacBook Air et de créer une nouvelle puce plus petite optimisée pour la carte logique de l'air. C'est un Mac complet sur cette carte. Vous vous demandez peut-être ce qu'il y a de si particulier à ce sujet. Eh bien, voici la taille de la carte. C'est vraiment minuscule. Et réussir à intégrer un Mac entier sur ce truc était un exploit d'ingénierie incroyable. Et nous n'avons fait aucun compromis sur les performances. Le MacBook Air utilise l'Intel Core 2 Duo. Nous avons une excellente relation avec Intel. Les deux entreprises axées sur l'ingénierie aiment se défier mutuellement. Et Intel dispose d'énormes quantités de technologie. Alors quand nous construisions ce produit, nous leur avons demandé de considérer quelque chose. C'est leur incroyable puce Core 2 Duo, n'est-ce pas? C'est un hurleur. Nous avons dit que nous voulons cette puce dans ce produit, mais nous devons passer à un emballage plus petit. Le même dé sur un emballage plus petit. Ça a l'air facile, ce n'est pas le cas. Ils ont dépensé beaucoup, investi beaucoup d'ingénierie pour créer cela pour nous. C'est la même puce dans un emballage qui est 60% plus petit. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons pu créer le MacBook Air. Il semblait donc qu'Apple avait enfin trouvé un fournisseur de puces approprié, celui qui fabriquait les processeurs les plus puissants avec une excellente performance par watt, qui collaborait directement avec Apple pour créer des puces optimisées pour leurs produits. Mais le MacBook Air s'est avéré être une exception plutôt que la règle. La plupart du temps, Apple utilisait les processeurs universels d'Intel, présents dans de nombreux ordinateurs de bureau et portables. Cela signifie qu'Apple ne pouvait pas garantir un processeur optimisé selon la capacité thermique, la durée de vie de la batterie ou les besoins en performance d'un produit. Avec le temps, ce problème est devenu de plus en plus important, surtout depuis qu'Apple est devenue plus une entreprise de dispositifs mobiles que d'ordinateurs. Lors du développement de l'iPhone, Apple a demandé à Intel de construire sa puce, leur offrant l'accès à un marché qui deviendrait le plus précieux de l'industrie technologique. Mais l'ancien président-directeur général Paul Otellini a déclaré qu'il n'était pas intéressé à fabriquer des puces pour smartphones, disant « Ce qu'il faut se rappeler, c'est que c'était avant l'introduction de l'iPhone et personne ne savait ce que l'iPhone allait faire. » En fin de compte, il y avait une puce qui les intéressait et qu'ils voulaient payer à un certain prix et pas 1 centime de plus. Et ce prix était inférieur à notre coût prévu. Je ne pouvais pas le voir. Ce n'était pas quelque chose que vous pourriez compenser par le volume. Dans ce contexte, c'était une décision commerciale raisonnable. Les puces de smartphone utilisent l'architecture ARM totalement différente de l'architecture x86 d'Intel. Construire une puce ARM pour les smartphones prendrait des années et des milliards de dollars. À ce moment-là, il ferait face à une concurrence sérieuse de la part des fournisseurs de puces ARM existants comme Samsung et Taiwan Semiconductor Manufacturing Company dans une industrie où les prix des puces sont déjà bas et les marges bénéficiaires minces. Intel ne pensait tout simplement pas que le petit bénéfice en vaudrait le gros investissement. Mais le problème était que le coût prévu par Intel pour la fabrication de la puce était erroné et le volume de puces pour smartphones qu'ils auraient dû vendre était 100 fois supérieur à ce que quiconque attendait. Otellini a dit qu'il aurait dû suivre son instinct et prendre le risque de développer une puce Intel pour iPhone. Mais comme il ne l'a pas fait, Apple a cherché ailleurs et ils ont trouvé un partenaire chez Samsung qui a fourni des puces ARM pour les 3 premiers modèles d'iPhone.
Entre-temps, Apple a compris que même si Samsung continuait à fournir des puces correctes pour l'iPhone, il y aurait un plateau de performance inévitable, comme cela avait été le cas avec Motorola dans les années 90 et PowerPC dans les années 2000. De plus, Samsung ne pouvait pas fabriquer des puces optimisées pour l'iPhone. Ils adopteraient l'approche d'Intel de création de puces universelles pour de nombreux smartphones, ce qui ferait perdre l'avantage concurrentiel de performance des iPhones. Obtenir les puces optimisées dont Apple avait besoin pour les futurs produits signifiait construire ces puces eux-mêmes. Ainsi, en 2008, Apple a fait une rare acquisition de 278 millions d'une entreprise de semi-conducteurs appelée PA Semi. Cela a surpris de nombreux experts de l'industrie qui ont dit que l'utilisation des puces de PA Semi n'avait aucun sens et qu'ils doutaient qu'Apple prévoyait de se lancer dans la conception de puces de sitôt. Ce scepticisme peut sembler surprenant aujourd'hui, mais dans les années 2000, il était inouï que les grandes entreprises technologiques créent leurs propres puces, car il n'y avait tout simplement aucun moyen d'atteindre les économies d'échelle nécessaires pour que cela soit rentable. C'est pourquoi il existe si peu de fabricants de puces aujourd'hui. Cela permet à chaque entreprise de grandir et de répartir leurs coûts fixes sur un plus grand nombre de puces vendues, ce qui entraîne une réduction du coût par unité. Ainsi, le fait qu'Apple construise ses propres puces et les utilise uniquement dans ses propres produits semblait être une terrible décision commerciale qui détruirait leur marge de profit. Mais Jobs, suivant les conseils de Tim Cook, le directeur des opérations d'Apple à l'époque, a compris que l'iPhone deviendrait si populaire qu'il pourrait réaliser les économies d'échelle nécessaires pour non seulement maintenir leur marge de profit, mais aussi l'augmenter. Et les 150 ingénieurs de PA Semi étaient exactement ce dont Apple avait besoin pour concevoir ces puces. Le problème était qu'ils ne pouvaient pas utiliser les processeurs existants de PA Semi. Ceux-ci étaient construits sur l'architecture de puissance démodée de IBM, avec laquelle Apple avait une expérience intime avec leur puce PowerPC. Au lieu de cela, une toute nouvelle puce devrait être conçue sur la base de l'architecture ARM, car elle a été conçue pour maximiser les performances par watt, ce qui est exactement ce qu'Apple voulait pour leurs produits. Il faudrait presque 2 ans pour achever leur première puce personnalisée appelée A4 qui a été introduite avec l'iPhone 4 en 2010. A4 n'a pas seulement rendu l'iPhone environ 40% plus rapide, mais a également augmenté la durée de vie de la batterie en conversation de 5 à 7 heures dans un design qui était 21% plus mince. Mais la puce n'était pas seulement bénéfique pour les clients, elle était également bénéfique pour Apple car ils n'avaient plus à payer de frais de licence à un fournisseur de puces, ce qui a aidé à réduire leurs coûts de composants. Cela a aussi permis à Apple de fixer son propre calendrier de lancement de produits. S'il pouvait fabriquer une nouvelle puce annuellement, cela signifiait qu'il pouvait produire un nouvel iPhone chaque année. Même aujourd'hui, Apple continue de sortir des iPhones chaque année, sans retard ni problème de fiabilité de puce. Mais on ne pouvait pas en dire autant pour le Mac. En 2015, Apple a découvert plusieurs problèmes avec les puces Skylake d'Intel. Un ancien ingénieur d'Intel a déclaré « L'assurance qualité de Skylake était plus qu'un problème. » C'était extrêmement mauvais. Nous avions un nombre excessif de signalements pour des détails mineurs dans Skylake. Nos amis chez Apple sont devenus le principal déclarant de problèmes dans l'architecture, et cela s'est très mal passé. Selon la loi de Moore, qui stipule que la puissance de calcul double et devient moins chère à des intervalles prévisibles, Intel prévoyait que leur première puce de 10 nanomètres serait prête en 2016. C'est donc à ce moment-là qu'Apple et d'autres fabricants d'ordinateurs prévoient de sortir des versions mises à jour de leurs produits. Mais quand Intel a annoncé le retard de leur nouvelle puce, la panique s'est propagée dans l'industrie. C'était la première fois qu'Intel violait la loi de Moore, et Apple n'était pas content. Beaucoup s'attendaient à ce que la puce de 10 nanomètres soit prête en mai, ce n'était pas le cas. En 2018, Intel a bien produit la nouvelle puce, mais seulement en faible volume. Intel a dû attendre jusqu'en 2019, avec 3 ans de retard, pour produire sa puce de 10 nm en volume suffisant pour les produits grand public. Malgré cela, leur utilisation était limitée aux ordinateurs portables à cause de contraintes de performance. Apple a réalisé que la lune de miel avec Intel était terminée et qu'il devait rapidement commencer à fabriquer des puces personnalisées pour le Mac. Un ancien ingénieur principal chez Intel a confirmé cela, disant « La mauvaise assurance qualité de Skylake était responsable du fait qu'Apple a finalement pris la décision de se débarrasser d'Intel et de se concentrer sur ses propres processeurs basés sur ARM. » Mais cela serait beaucoup plus difficile à réaliser que sur iPhone. Aucun grand fabricant d'ordinateurs n'avait jamais changé pour des puces ARM, et pour de bonnes raisons. Un nouveau matériel interne, système d'exploitation, applications,
compatibilité périphérique et une couche de transition transparente permettant aux applications x86 de fonctionner dans le nouvel environnement ARM étaient nécessaires. En résumé, une entreprise devait contrôler le matériel, le logiciel, les applications et le système d'exploitation d'un ordinateur. Un niveau de contrôle que seul Apple avait. Ils se sont donc attelés à la tâche de construire tous les composants nécessaires pour concrétiser les Mac ARM. En 2020, nous avons vu le résultat quand Apple a présenté leur puce M1. Ainsi, le Mac peut faire un énorme bond en avant avec les performances incroyables, les technologies personnalisées et l'efficacité énergétique de premier plan de l'Apple Silicon. Et nous l'appelons Million. Les améliorations observées avec M1 en 2020 rappelaient celles de PowerPC dans les années 90 et d'Intel dans les années 2000. Vitesse plus élevée, efficacité accrue et comparaison de performances de PC similaires. C'est parce que les objectifs de produits d'Apple sont restés les mêmes pendant 30 ans. Ils voulaient construire l'ordinateur le plus rapide et le plus efficace possible tout en restant raisonnablement abordable. Avec la puce M, Apple a précisément atteint son but. Selon The Verge, le MacBook Air M1 était l'ordinateur portable le plus impressionnant utilisé depuis des années et les choses se sont améliorées depuis. La puce 1000-4000, axe la plus récente d'Apple, est le processeur grand public le plus rapide au monde, tout en offrant une performance par watt leader de l'industrie. Il a pu transcrire l'audio en utilisant le modèle de reconnaissance vocale Whisper d'OpenAI presque 2 fois plus vite qu'un PC concurrent, tout en utilisant 7 fois et demi moins d'énergie. Gardez à l'esprit, nous ne sommes que 4 ans dans le développement du M-chip d'Apple et il surpasse déjà tout le reste sur le marché. En regardant en arrière, il semble que les transitions de puces d'Apple aient toutes conduit à ce moment, où ils avaient l'argent, la main-d'œuvre et le volume de vente pour créer leurs propres puces personnalisées. Et cela a dépassé l'iPhone et le Mac. Les AirPods ont été rendus possibles grâce à la puce W1 d'Apple, qui a offert une autonomie, un appairage sans faille et une connectivité Bluetooth stable, défis avec lesquels les autres entreprises ont lutté pendant des années. La puce T1 d'Apple a permis la création de l'enclave sécurisée qui protège vos scans biométriques Face ID et Touch ID contre le vol et protège votre microphone et votre caméra contre le piratage. Tandis que la série 1000 de coprocesseurs d'Apple collecte des données provenant de capteurs tels que les accéléromètres, les gyroscopes et les compas sans épuiser excessivement la batterie. Et la liste continue. La gamme de puces conçue sur mesure par Apple s'est avérée être un tel avantage concurrentiel que d'autres entreprises ont commencé à le faire. Huawei a lancé leur puce Kirin en 2016, Google a lancé leur puce Tensor en 2021 et Microsoft a annoncé leur puce Cobalt Scent en 2024. Cette indépendance en matière de puces a réduit les affaires d'Intel. En 2024, ils ont connu une baisse de 6% de leurs revenus, une baisse de 8,9% de leur part de marché des puces et une chute de 59% de leur cours de l'action. Cela a mené à une baisse de 20% des dépenses de l'entreprise, des retards dans la construction de 2 usines de puces près de Columbus, Ohio, et au renvoi forcé de leur président-directeur général Pat Gelsinger. Intel est dans le pire état qu'ils aient jamais connu, et la survie de l'entreprise dépend de leur capacité à se restructurer et à surpasser la concurrence en termes d'innovation. AMD, un fabricant de puces basé à Santa Clara, en Californie, a régulièrement gagné du terrain sur Intel durant la dernière décennie. Beaucoup se sont demandé si Intel serait dans cette position s'ils avaient décidé de construire une puce pour iPhone. Bien qu'il soit plus probable que les grandes entreprises technologiques concevant leurs propres puces étaient inévitables, car les avantages de le faire ont augmenté et les coûts ont diminué. Voilà pourquoi Apple a arrêté d'utiliser les puces Intel. Ici Greg d'Apple Explained, merci d'avoir regardé en entier. À la prochaine vidéo.